Mollo, mollo, on cotise nos moro, moro. Inch'Allah, un jour, choco, choco, on va plus s'habiller chez Toklo, Toklo. C'est vrai, on est venu au monde, Kojo, Kojo, mais on doit retourner choco, choco. C'est pourquoi on pleure pas en boro, boro. Pour attraper un jour, nos Togo, Togo, non, à Babi, ici, on pleure pas en boro, boro. Pour attraper nous aussi, nos Togo, Togo. Ce qui te japa te rend plus cracra. Ouais, un jour, il y a un mogo qui m'a commencé ça. C'est vrai, la galère s'appelle Tyson. Mais c'est pas nous, on va fraya quand le Niaga va commencer. Jeune Abidjanais, gros grain, le moral emballé dans un treillis, la vie veut nous trahir, mais c'est gros Keya qui nous fait tenir. Sinon, aussi le ring de l'existence. La dalle nous a trop guerre. Voilà, et on peut pas compter le nombre de nos gazas qui ont pris des baies. Mais si la tempête veut, elle n'a qu'à faire couler notre Titanic. Nous, on s'appelle pas DiCaprio, donc on meurt pas à la fin du film. La foi reste notre seul Bagbadji. Chez nous, à Babi, on lance pas Kori, mais on sait une seule chose, c'est que nos rêves et nous, on est au Koi. C'est pourquoi même quand il n'y a pas de transport, on n'a pas honte de Gbagboté. Notre vie est comme plus de Sotra, ça balance, mais on est accroché. Capégique, Slam, Coco, Baka. Oh, moi, je suis un gros amoureux de belles lettres et de beaux textes. Depuis l'école primaire, on faisait les expressions écrites, on devinait la suite des textes, on écrivait des poèmes et tout. Et après, j'ai rencontré le rap. J'ai commencé par le rap. J'aimais le rap avec de beaux textes et tout. Et j'avais mon groupe de rap, mais à côté, j'écrivais mes propres textes. Voilà. Et que j'ai rangé au tiroir et tout ça. Et un jour, un ami m'a invité à l'Institut Goethe, qui tient une plateforme qu'on appelle Plume Libre, où des auteurs viennent dire leurs textes devant un public. Ça peut être des textes de poèmes, ou de théâtre, ou de chansons, ou de romans, peu importe. Tu as 3 à 5 minutes pour dire ton texte devant le public. C'est comme ça que, quand je suis allé pour la première fois, ça m'a plu. Je me suis dit, mais tiens, j'ai des textes qui sont rangés au placard. Et bon, avec le groupe, j'ai pas l'occasion de le mettre en évidence. Peut-être que c'est une manière pour moi là de venir dire mes textes là. Et c'est comme ça que je m'inscris pour la séance suivante. Je viens avec mes textes qui étaient vraiment, à l'époque, je n'appelais pas ça des textes de slam. Mais en tout cas, c'est quand même bien écrit, avec des rimes, des sujets qui touchaient les gens. Que je suis venu, la première fois que j'ai dit le texte devant les gens, franchement, il y a eu beaucoup d'émotions. Les gens aimaient et m'ont demandé de revenir la prochaine fois. Ils m'ont demandé de revenir encore. Donc, j'étais très sollicité sur cette plateforme-là. Ce qui a fait que j'ai continué dans l'écriture, j'ai commencé à écrire. Et c'est en ce moment-là qu'il y avait un slammer du nom de Grand Corps Malade, que tout le monde connaissait et tout ça, qui faisait sensation. Les gens me disaient que, mais, bon, tu fais comme Grand Corps Malade, tes textes c'est du slam. Et voilà, bon, on a collé ce nom-là à l'art que je pratiquais et c'est comme ça que j'ai fait mes premières expériences slam et je me suis plus arrêté. J'ai continué d'écrire. Plus tard, le slam a pris le pas sur le rap et sur le groupe de rap. Finalement, j'ai dû opter pour le slam et j'ai continué dedans jusqu'à aujourd'hui. Ce qui me passionne dans le slam, d'abord, c'est l'envie de bien dire les choses. Parce que le slam, quoi qu'on dise, c'est avant tout de la poésie. C'est le beau texte qu'on partage. Donc, l'envie de bien dire les choses. Et à côté de cela, il y a aussi comment je vais appeler ça, ce dialogue direct qu'on a avec le public. Quand j'étais rappeur, on allait à des événements, des sound systems, des spectacles. Il y avait la musique, il y avait une foule en hystérie, des jeunes et tout ça. Mais quand je suis arrivé au slam, une des premières choses qui m'a épaté, c'est que d'abord, c'était a cappella. Pas de musique et tout. Tu n'as que ta voix et ton texte devant un public. Donc, et puis les gens sont assis de façon, je veux dire, de façon respectueuse, ils t'écoutent, tu vois que là, ils sont venus que pour toi en fait, que pour ta voix, que pour tes mots. Donc, il y a ce dialogue direct là, il y a ce partage d'émotions qui fait que, franchement, j'ai tout de suite accroché au slam. Et puis, comme j'ai dit aussi, je suis un amoureux de belles lettres. Voilà, donc, c'est les deux. Voilà, l'envie d'écrire, l'envie de partager au monde ses sentiments, ses émotions. Et puis, le format même de l'art. C'est-à-dire que c'est un art vivant où on est devant des personnes et ça se fait de façon instantanée. Le partage est plus proche, plus direct, en fait. Et puis, ça fait une dizaine d'années, hein, on a commencé. Pourquoi j'ai dit une dizaine d'années? Ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, ma première expérience slam, c'était en 2010. Là, j'étais pas encore vraiment à fond dans le slam. C'était de temps en temps. Et c'est en 2013, 2014 qu'on a fondé un collectif de slammeurs. Après avoir participé à un concours de slam organisé par l'Institut Goethe, on a décidé, nous les finalistes de ce concours-là, de fonder le collectif au nom du slam.
dans fin 2013, début 2014. C'est là que vraiment prennent forme nos activités en tant que slammer. Donc, si je dois choisir une date de départ, je dirais 2014. Voilà, 2014 pour pouvoir, vraiment là où on a décidé vraiment de prendre en main notre destin de slammer. Donc, 2014, 2024, on va dire 10 ans. Voilà. Ok, slammer, on va dire les défis sont allés de façon progressive. Dans les débuts, éventuellement, c'était la méconnaissance de l'art. Quand tu disais à quelqu'un que je suis slammer, il y a 5, 6 ans, 7 ans en arrière, la première question qu'on te demandait, c'était ah, c'est quoi que slam? C'est quoi slam? Aujourd'hui, Dieu merci, on ne nous pose plus cette question-là. Et quand tu dis je suis slammer, on dit ah, ok, d'accord. Donc, des gens ont plus ou moins connaissance de ce que c'est que le slam. Le prochain défi, c'est d'aller toujours plus loin. Hein. C'est le défi même lié à, je veux dire, à l'organisation du showbiz, de l'écosystème même, de l'industrie culturelle ivoirienne, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que le problème de logistique, par exemple, si on veut faire des spectacles, le problème, il n'y a pas assez de salles, par exemple. Le problème par exemple, il n'y a pas de mécène, mais de l'accompagnement, en fait. Des personnes, des structures qui sont capables de vous accompagner, de vous porter dans un projet. C'est pas très évident ici. Voilà, ici. Et puis le public aussi, peut-être n'a pas la culture de vraiment se déplacer pour connaître, ou pour aller regarder, assister à des spectacles d'artistes qui ne sont pas vraiment de grosses stars. Enfin, dans d'autres contrées, peut-être en Europe, quand tu es artiste, tu vois, le gars, il n'est pas vraiment une méga star, mais il a des dates toute l'année, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des salles, il y a une programmation, il a une carrière. Il peut se permettre de faire une tournée dans toute la France, par exemple, pendant qu'il n'est pas très connu. Ici, c'est compliqué. Ici, tu as fait une date, deux dates, après, c'est fini, quoi. Tu es bouclé, c'est fini. Tu n'as plus d'autres opportunités, d'autres possibilités, par exemple, de tourner à l'intérieur du pays. Donc, on peut prendre peut-être 5 mois, 6 mois à monter un spectacle que tu joues une fois à l'Institut français, à la limite à l'Institut Goethe, c'est fini. Alors que tu as mis beaucoup d'argent à monter ton spectacle, donc tu ne peux pas avoir forcément des retours sur investissement parce que tu ne joues deux fois, une fois, deux fois, et c'est mort, quoi. Tu n'as plus le moyen d'aller à Boaké, Yamsoukro. Donc, je vais dire, c'est toute l'organisation culturelle qui nous entoure, qui fait que ne facilite pas le travail de tous les artistes, et pas seulement de slam, mais de tous les artistes. Voilà, c'est un peu ça le grand défi. Comment arriver à réaliser ces projets dans cet environnement qui n'est pas vraiment facile. C'est un peu ça le gros défi. D'accord, les solutions, c'est déjà, je vais dire, c'est déjà que les autorités chargées de l'organisation de notre culture, de notre environnement culturel, fassent les efforts qu'il faut, en fait. C'est-à-dire que, comme on le dit, il faut définir une vraie politique culturelle qui permette à tous les artistes, déjà, de pouvoir, on va dire vivre de son art, ce sera après, mais de pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'un artiste n'est pas vraiment un problème de salle, parce que bon, tu n'as pas tel nombre de millions, parce qu'un artiste n'a pas des problèmes pour passer sur les médias, parce que bon, tu ne connais pas telle personne, tu ne connais pas telle personne. Il faut vraiment que le circuit soit vraiment facilité pour les slameurs. Et ça, c'est une volonté politique. Il faut que l'État définisse une politique culturelle. Voilà. C'est vrai qu'on dira que aux États-Unis, c'est pas l'État, ou c'est pas le gouvernement qui subventionne les artistes et tout, mais on n'a pas les mêmes réalités. Là-bas, il y a des industries, par exemple, ou des entreprises qui communiquent sur leur image, donc ils peuvent investir des millions et des milliards dans un film, à partir du moment où ça vend leur image et tout. Mais ici, pour le moment, on n'en a pas encore là, en fait. C'est la même chose, c'est pareil pour les équipes de football. Il n'y a pas de gros sponsors, par exemple, derrière une équipe du championnat ivoirien. Donc, ça fait que on attend tout de l'État. En attendant que les gros sponsors n'arrivent, il faut vraiment que l'État nous aide. Voilà, il faut qu'il définisse politique, de sorte que même quand tu es un écrivain, tu sais qu'il y a une vision de l'État, tu peux t'inscrire dans un programme qui fait que ton livre peut suivre un circuit. Quand tu es, je sais pas, musicien, il y a un programme, il y a une politique qui est définie pour toi en tant que musicien. Quand tu es cinéaste, voilà, en fait, c'est une politique culturelle, de sorte que l'artiste ne soit pas obligé, entre griffes, d'aller ramper pour pouvoir remplir le palais, d'aller courir derrière telle autorité pour acheter 500 tickets, parce que derrière, il y aura une machine qui te prend, il y a déjà, tu es assis, il y a ton gouvernement qui a mis toutes les politiques en place pour que tu puisses vraiment t'exprimer. Donc, pour moi, c'est une politique culturelle que l'État doit défendre, que l'État doit mettre en évidence. Après, il y a l'artiste maintenant, hein.
Il y a tout ce qui est artiste en tant que comment tu te vends, comment tu te présentes, comment tu exposes ton art, est-ce qu'il y a des fonds aussi qui sont là, des organismes internationaux qui mettent des fonds à disposition des créateurs. Comment tu fais pour pouvoir entrer dans le schéma et tout ça. Là, c'est un autre volet. Mais d'abord, il faut vraiment une volonté politique. Les projets, il y en a de deux types. Hein. Comme je vous ai dit, je suis membre d'un collectif qu'on appelle le collectif au nom du slam. On s'est donné pour mission de promouvoir le slam partout en Côte d'Ivoire et puis à l'international. Donc, les projets au niveau du collectif, c'est de toujours perpétuer nos actions, qui sont notamment Babi Slam, qui est le festival international de slam d'Abidjan, qui a sa 7e édition cette année. Et on fait venir des slameurs de partout, hein, de France, d'Allemagne, de Burkina et tout. Il y a le championnat national de slam qu'on organise aussi. Et on fait le vainqueur de ce championnat-là représente la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de slam à Paris. Donc récemment, je sais pas, il y a une slameuse dont vous avez entendu parler qui a remporté le concours du slam à Paris. C'est nous qui avons organisé le concours ici. Elle a été championne de Côte d'Ivoire et après, elle allait représenter la Côte d'Ivoire en France. Donc il y a les projets avec le collectif. On souhaite vraiment agrandir avec l'apport du partenaire, du sponsor et tout. Et puis il y a les projets personnels en tant qu'artiste. C'est au stade où on est arrivé pour pouvoir sortir vraiment maintenant, on va dire un album en fait de ça, parce que j'ai pas encore sorti d'album de slam. C'est vrai qu'on tourne beaucoup, on a des spectacles, on a des événements et tout, mais les gens souvent ont envie d'écouter quand ils sont dans leur voiture, dans leur téléphone, avoir un album peut-être de KPJ qu'ils écoutent et tout. Donc on est en train de travailler sur l'album, sur les clips et tout, donc et après sur le spectacle. Donc c'est les projets qui sont là. À côté de cela, je suis aussi écrivain. J'ai sorti mon premier livre l'année en 2022, en 2023. Ça fait 1 an maintenant que mon livre est sorti. Ça se comporte bien. Vous avez dû remarquer que moi, mon style est plutôt nouchi, français, ivoirien et tout. Donc j'ai sorti mon premier livre qui est une histoire, un conte écrit entièrement en nouchi et français, ivoirien aussi. Donc on sort le prochain aussi bientôt. Donc voilà, il y a les projets littéraires, le projet aussi du slammer. On met tout dans la main de Dieu. Ok, moi je suis du collectif au nom du slam. Je connais très bien l'école des poètes, dont le président Neoulou que je salue. Je connais Sekacha, je connais Placide Conan, H2O, tous les gars sont mes gars. C'est une autre organisation aussi de slammers, de poètes. Bon, je ne vous dirai pas ici leur mission parce que bon, ils sont bien placés pour parler de leur mission et tout. Mais nous, au niveau du collectif au nom du slam, nous sommes une dizaine de slammers. Voilà, et nous avons pour mission aussi de promouvoir. Je pense qu'on a tous les deux la même mission, hein. Peut-être que dans des manifestations peut-être assez différentes et tout, mais on a tous les mêmes missions. Nous, comme j'ai dit, on fait la promotion du slam à travers le championnat du slam, le festival du slam, le championnat interscolaire, des ateliers d'écriture, beaucoup d'autres choses. Mais c'est la grande famille. C'est la grande famille. Il y a aussi les poètes islamés de Port-Boué, qui sont aussi une association. Donc, il y a beaucoup d'associations. Et il y a même, au-delà de ça, il y a une fédération. Il y a la Fédération nationale de slam de Côte d'Ivoire, Fédération ivoirienne de slam, dont le président est Bidjo. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bidjo. Il serait bien que vous le reciviez parce qu'il peut vous dire beaucoup de choses aussi. Il est très, très expérimenté. Donc, voilà, c'est la fédération. Et au sein de la fédération, il y a des associations. Donc, on se connaît tout le temps. On se connaît tous. On est sur les mêmes scènes. On côtoie les mêmes scènes, les mêmes événements. On s'invite très souvent dans des collaborations. C'est la famille, en fait. Si vous êtes avec nous et que personne n'ouvre la bouche vous dit je suis du collectif ou je suis de l'école des profs, vous ne saurez même pas qu'il y a deux organisations. Donc voilà, c'est ça, en fait. Moi, le premier conseil que je donne, c'est pas vraiment un conseil, mais ça doit être un état d'esprit, c'est la passion. Il faut être passionné. Franchement, il faut être passionné. Dans tout ce que tu fais. Encore plus dans le slam et dans l'écriture et tout. Si tu n'es pas un passionné, dès les premières difficultés, tu vas baisser les bras. Je vous dis que ça fait une dizaine d'années qu'on slam, mais figurez-vous que c'est pas une dizaine d'années où tout était rose. Les débuts, je me rappelle, notre premier spectacle de slam, on avait fait une grande communication et tout. En dépit de toute la communication qu'on a faite, on s'est retrouvé avec 2 spectateurs dans la salle. C'est en 2015, par là. 2 spectateurs dans la salle. Il y avait un professeur d'université, il y avait un journaliste. Et puis, c'était un bar, les serveuses du bar. Et pendant qu'on slamait, les serveuses, voilà, elles dansaient là-bas et tout, c'était vraiment... Et on a continué comme ça, hein, à plein d'endroits où les choses étaient hostiles. C'est-à-dire que tu vas à un événement, on dit que tu es slammer, dès que tu montes la scène, tout le monde bavarde dans la salle, tu slammes, même personne ne te pose, on dit, mais le gars, il dit quoi? Et si tu n'es pas fort moralement, et si tu n'es pas passionné, tu vas abandonner. Donc, la première chose que je demande à tous les jeunes qui veulent entrer dans ce milieu-là,
c'est d'être passionné. C'est de ne pas vouloir faire comme j'ai vu Nemoulou, et il écrit bien, je vais faire comme Nemoulou. Comme j'ai vu Bidjo, je vais faire comme Bidjo. Mais quand tu veux faire comme, et quand tu les vois, ils sont après 10 ans, mais tu n'as pas vu dans les débuts. Même quand tu veux faire dans tes débuts et que tu rencontres des difficultés, paf, tu laisses. Donc, beaucoup de passion. La passion, c'est cette flamme-là qui brûle en toi, qui fait que tu ne vois même pas les difficultés. Tu vois les difficultés en fait comme des boosters, en fait. Voilà, il y a la passion. Deuxième chose, il y a le travail. Il faut travailler ce que tu fais. Il faut travailler. Ça ne s'agit pas d'aimer quelque chose et puis tu viens. Non, ce que tu proposes aux gens, il faut que ce soit bien. Voilà, il faut que ce soit bien fait. Donc, il faut travailler ton écriture, il faut travailler ta scène, il faut travailler ta diction, il faut travailler ton image, il faut que tu es un artiste, tu es un produit, il faut que tu veux vendre aux gens. Donc, il faut que tu sois vendable, en fait. Il faut travailler sur tout ça. Voilà. Et puis, la dernière chose que je dirais, deux choses pour finir, beaucoup d'ambition. Faut être ambitieux, faut vouloir aller loin. Faut vouloir aller loin, puis beaucoup d'humilité. Parce que très souvent, l'ambition, ça frise un peu l'orgueil. C'est-à-dire que si tu ne sais pas bien exprimer tes ambitions, dire que ce gars est orgueilleux, non. Ambitieux, même humble. Apprendre des autres, écouter les autres, et puis avoir la tête sur les épaules. Reconnaître quand tu as fait des erreurs, accepter les critiques, travailler pour pouvoir aller de l'avant. Voilà ce que je peux dire aux jeunes. Les gars, à Babi, ici, on parle pas. On comment? On fuit pas. Non, on fraya. On mange pas. Ici, nous, on dabat. On dit ce que tu manges, c'est ça, tu vomis. Nous, on a avalé français, c'est sorti nouchi. On dit ce que tu manges, c'est ça, tu vomis, mais à Abidjan, on a avalé français, et puis c'est sorti nouchi. Depuis que le français a un goût de garba, terre à terre sont mes discours. Chez nous, le seul Molière qu'on connaît, il chante Zouglou. Les Blancs ont envoyé les pomponlis, on a amorti et puis on a tropicalisé le way. Donc mon baillement, c'est un mélange de mots français, djoula, bété, baoulé, atié, ouais. Ah ouais. Avant, les Blancs disaient, j'adore. Maintenant, ils disent, je suis un jaillet. C'est la recolonisation baillementale. Les rues de Paris vont sentir à Djamé. Même les chocos ont arrêté de choquer. Nous, je suis dans la bouche du président de la République. Ah, t'es choqué. En tout cas, ça a joué dans mon coquin. Mon nous, si et moi, on est collés, serrés. Un bon à Nash, RAS, tous les IGI, la rue vous a déjà décoré. C'est pourquoi mon baillement tape à l'œil, comme la coiffure de Julien Boileau. La rue nous a guetté des pompolis, est-ce qu'on peut tout Boileau? Mouvement l'a appelé Guéou, de Babi jusqu'au Baki. Voilà, nous, dans toutes les bouches, que tu sois en 4-4 ou en Baka. C'est pour ça, Abidjan, ici, on parle pas. On comment? On fuit pas. Non, on fraya. On mange pas ici, nous, on dabat. On dit ce que tu manges, c'est ça, tu vomis. Nous, on a avalé français, c'est sorti Moshi, Slam Coco Baka. On est ensemble.